Mon nom est Josiane Brouillard. Je suis conseillère en santé et sécurité du travail à la STAR. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Euh, on est ensemble parce qu'il est arrivé des nouveautés dans la loi sur la santé et sécurité du travail, la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous présenter le volet qui appartient aux risques psychosociaux. Donc, je suis à la STAR depuis 2012 et j'interviens principalement en prévention de la santé psychologique. Et pour ceux qui connaissent peu la STAS, nous sommes une association paritaire en prévention des accidents de travail. Donc, on couvre tout le Québec et on intervient pour accompagner l'employeur et les travailleurs en prévention des événements accidentels. Donc, aussi bien pour le volet physique que le volet psychologique. Et on a donc différentes formations qui sont offertes au service de garde. On a aussi sur notre site Internet différents outils qui sont à votre disposition. Vous pourrez voir à la fin de la présentation aussi là, mes collègues qui service de garde qui pourront au besoin répondre à vos questions. Sur l'accompagnement qu'ils peuvent faire. Mais il y a une belle équipe à la STAS en service de garde qui peuvent vous accompagner, qui peut vous accompagner en prévention des événements accidentels. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Alors, je vais télécharger la présentation, puis je vous invite à poser vos questions à la fin de la présentation parce que peut-être qu'en cours de route, j'aurai eu l'occasion d'y répondre. Donc, je télécharge à l'instant. Voilà. Alors, cette présentation, comme je vous le disais, fait partie des nouveautés à la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail. Puis, vous avez eu une série de 3 webinaires pour les services de garde. Celui-ci, finalement, s'inscrit en 3e lieu de cette série-là. Vous avez eu le premier qui portait sur démystifier les mécanismes de participation, l'agent de liaison et le comité de santé et de sécurité au travail. Ensuite, il y a eu le webinaire qui a porté sur l'identification des risques en service de garde et ce dernier, le 3e, sur comment reconnaître les risques psychosociaux en service de garde. Vous avez le lien aussi dans la présentation, dans la diapo, qui vous amène à ces webinaires, à ces webconférences, parce qu'elles ont été enregistrées. Donc, si toutefois vous les avez manquées, il est toujours possible de les visionner à nouveau. Donc, pourquoi on parle de prévention des risques psychiques? En fait, c'est que dans la loi modernisant le régime santé et sécurité du travail, on est venu mettre noir sur blanc toute l'importance qu'on doit accorder à la prévention des risques psychiques ou psychologiques. C'est pas qu'avant, ça n'existait pas, c'est tout simplement que le législateur a souhaité, et la CNESST aussi, là, dans la révision de cette loi-là, s'assurer que les employeurs mettaient en place tout ce qui était nécessaire de faire pour prévenir ce type de risque-là. Donc, on retrouve à l'article 51 de la loi la définition de l'article 51 où on dit l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique. Donc, ce qui est en caractère gras, finalement, c'est ce qui est nouveau. Ça démontre qu'on veut bien s'assurer qu'on en tient compte. Même chose pour l'article 49 où là, on vise davantage les obligations du travailleur. Donc, ça va dans le même sens, prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et psychique. Et la même chose pour ce qui concerne les autres personnes sur le lieu de travail. Puis, on l'a aussi à l'article 2 de la LSST où il est question de l'objet de la loi. On l'a aussi ajouté là, à ce niveau-là, au niveau des risques psychiques. Alors, l'objectif de cette rencontre-là, c'est de vous familiariser avec les risques psychosociaux, les facteurs de risque psychosociaux. Donc, on va regarder ensemble quels sont-ils, ces facteurs de risque, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire de reconnaître les moyens qui vont favoriser la présence de facteurs de protection. Moi, j'aime toujours utiliser facteurs de protection plutôt que facteurs de risque, mais
entre vous et moi, on parle de la même chose. C'est simplement que c'est plus intéressant de parler de la forme positive des risques que de la forme négative. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a intérêt à mettre en place justement pour qu'il y ait des facteurs de protection à la santé psychologique. Et j'ai aussi mis dans la présentation, vous allez le voir dans le plan, des éléments qui vont vous familiariser de façon générale avec la santé psychologique. Donc, la définition de la santé mentale, les facteurs de risque psychosociaux du travail, vous verrez que ce sont ceux de l'INSPQ qu'on utilise, l'Institut national de santé publique du Québec. Je vais vous présenter c'est quoi les symptômes de la détresse psychologique et les pratiques de gestion pour favoriser la santé psychologique. J'ai choisi de mettre du contenu pour vous aider aussi vous-même à titre personnel et individuel au niveau de la santé psychologique parce que les derniers mois, les dernières années n'ont pas été faciles. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un atout intéressant d'avoir dans cette présentation des éléments qui pourront vous aider vous-même à mettre en place des facteurs de protection pour votre propre santé psychologique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par santé mentale? Quelle est la définition? On dit que la santé mentale est un état de mieux-être dans lequel une personne comprend ses propres capacités, peut surmonter les tensions normales de la vie, peut accomplir un travail productif et fructueux et peut contribuer à la vie de sa collectivité. Donc, c'est une définition qui est intéressante parce que, en d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est quand on est capable de fonctionner normalement au quotidien, qu'on est capable d'accomplir les objectifs qu'on s'était fixés, des objectifs, entre guillemets, normaux, et que si on les dépasse et si nos limites sont atteintes, on est aussi capable de le reconnaître, de se dire, bon, ben là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de reprendre le dessus sur ce qui s'est passé. Les derniers jours ont été exigeants. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on prend ses propres capacités. Donc, on ne va pas au-delà de ce qu'on est capable de faire, mais que s'il arrive, soit dit en passant, des éléments dans notre vie quotidienne, au travail ou au volet personnel, du côté personnel, des difficultés, on va être capable aussi de les surmonter. C'est bien certain que quelqu'un qui a à surmonter de façon répétitive des événements associés au travail et en plus, dans sa vie personnelle, vit aussi des difficultés, ça peut se comprendre qu'éventuellement, il n'y ait plus de capacité à affronter ces éléments-là. Là, on ne parle plus de tension normale de la vie. Donc, la personne peut accomplir un travail productif et fructueux. Alors, à la fin de la journée, vous êtes satisfait de votre journée, vous dites aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était productif, ça a bien été avec mon équipe, je suis contente de ce qu'on a fait ensemble, on a atteint nos objectifs, on a eu une belle rencontre. Donc, c'est un contexte où la santé mentale se porte bien. On dit aussi que la santé physique et la santé mentale sont le résultat d'une interaction complexe entre de nombreuses personnes et des facteurs environnementaux. Vous allez voir, il y a quand même différents éléments là, qui sont à considérer et qui peuvent affecter notre santé mentale. Donc, on parle des antécédents familiaux, les caractéristiques génétiques. C'est démontré que si dans notre famille, il y a différentes personnes qui sont atteintes de la maladie mentale ou de problèmes de santé psychologique, il se peut qu'on ait davantage de probabilité dans notre vie de connaître des épisodes aussi où notre santé mentale va être affectée. Mais ce qui est important de savoir à ce niveau-là et de comprendre, c'est que ce n'est pas parce que dans notre famille, qui existe ce genre de maladie qu'on va systématiquement en être atteint. Et c'est là que les autres éléments que je vous cite par la suite là, viennent faire la différence. Donc, même si dans notre famille, il y en a eu, si par exemple, on a un style de vie et des comportements liés à notre santé qui sont sains. Alors, bien s'alimenter, bien dormir, faire de l'exercice, éviter de consommer du tabac ou des substances toxiques, mais ça peut venir pallier à cette probabilité-là.
Même chose, si on a un niveau de stress personnel et de stress lié au travail, si ce sont des stress modérés, des stress normaux, il n'y a pas de raison qu'on soit davantage propice à développer la maladie mentale. Donc, pour mettre de notre côté, en fait, les facteurs de protection à la maladie mentale, on a tout intérêt à avoir un régime de vie qui est sain. Je sais, on l'entend beaucoup, on le dit beaucoup depuis le début de la pandémie, d'aller dehors, de faire de l'exercice, ça ne tente pas toujours de le faire. Là, ça va nous tenter un peu plus avec le printemps, les belles journées douces et ensoleillées qu'on a. Mais ça fait réellement une différence de prendre du temps pour soi, de s'oxygéner, d'avoir une bonne hygiène de sommeil aussi. Tout ça peut faire la différence. Quelqu'un aussi qui va être exposé à des traumatismes à répétition peut aussi avoir des problématiques de santé mentale. Qu'est-ce qu'on entend par traumatisme? Ça peut être tout simplement de perdre son emploi pour quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Ça peut être de perdre un conjoint, une conjointe, de vivre un deuil, de vivre une séparation, un changement qu'on n'a pas souhaité dans notre vie et qui nous préoccupe grandement. Ça fait partie des traumatismes qu'on peut vivre. Toutes les pertes, tous les deuils auxquels on doit faire face. Il y a aussi les circonstances et antécédents liés à la vie personnelle. Donc, si de façon générale, dans notre vie, on a dû surmonter différentes épreuves, ça peut être de prendre soin d'une personne malade, par exemple, ben, tout ça peut aussi venir s'ajouter à ce qui peut conduire à des problèmes de santé mentale. Ce qui est favorable, c'est aussi d'avoir accès à du soutien, donc des soins de santé dans les meilleurs délais possibles et le soutien social. Vous allez le voir tantôt quand je vais vous présenter les facteurs de risque psychosociaux. Le soutien social, il est vraiment très important, il est fondamental pour nous aider à prévenir la maladie. Parfois, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui on peut se confier et même simplement savoir qu'il y a quelqu'un qui est là en cas de besoin, en cas d'aide, ben je sais que cette personne-là va être disponible pour m'écouter. Donc, et enfin, ben, les compétences d'adaptation que nous avons pour faire face aux différentes situations de la vie. Il y a des gens qui, naturellement, vont avoir davantage de compétences que d'autres, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se développe, ces compétences d'adaptation. On parle de résilience, on parle de la perception qu'on a des situations. Donc, il y a possibilité, si toutefois on a des limites de ce côté-là, d'aller chercher de l'aide aussi. Alors, lorsque les exigences imposées à une personne excèdent ses ressources et ses compétences d'adaptation, sa santé mentale s'en trouve affectée négativement. Je vous présente 2 exemples. Travailler de longues heures dans des circonstances qui sont difficiles et prendre soin d'un proche aux prises avec une maladie chronique. Donc, ce genre de situation qui, si elle s'échelonne sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ça peut éventuellement faire en sorte que ça va dépasser nos capacités, nos compétences d'adaptation. Viennent à ça s'ajouter le volet plus personnel aussi, des difficultés financières, le chômage, la pauvreté. Ça peut venir porter préjudice à notre santé mentale. Maintenant, la santé et la sécurité psychologique, pourquoi j'en parle? Parce que dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, c'est beaucoup le terme qu'on va aussi employer. C'est le terme qui est utilisé notamment par la norme nationale sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Alors, je vous la présente, cette définition. On dit que le concept de sécurité psychologique consiste à prévenir les préjudices portés au mieux-être psychologique des travailleurs. Un milieu de travail sain et psychologiquement sécuritaire est un milieu qui favorise le mieux-être psychologique des travailleurs et qui ne porte pas atteinte à la santé mentale des employés par négligence ou insouciance ou de façon délibérée. Par exemple, un milieu de travail qui est psychologiquement sécuritaire va être un milieu qui ne va pas générer une peur excessive ou une anxiété chronique. Donc, ce n'est pas normal si on arrive sur le lieu de notre travail et qu'on craint, par exemple, d'avoir à faire telle ou telle tâche parce qu'on ne se sent pas à l'aise de le faire,
puis qu'on sait qu'il n'y aura pas personne qui va pouvoir nous diriger, nous accompagner. C'est pas normal non plus d'arriver dans un milieu de travail puis qu'on craint de parler à telle ou telle personne parce qu'on craint sa réaction. Donc, un milieu de travail qui est sain, qui est psychologiquement sain, qui est sécuritaire, c'est un milieu où est-ce qu'on est capable d'être épanoui dans ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que ce qui est important aussi de lire dans cette définition, c'est lorsqu'on dit par négligence ou insouciance ou de façon délibérée. Donc, l'employeur, s'il arrive des choses qu'il ne pouvait pas prévoir, bon, ça peut se produire, mais l'idée derrière ça, c'est que l'employeur doit mettre en place des moyens pour prévenir que ces situations-là surviennent. Donc, on va le voir tantôt, là, tout ce qui réfère à l'importance d'avoir un climat de travail qui est sain, évidemment, doit être considéré en lien avec cette définition. Donc, les facteurs de risque psychosociaux du travail, quels sont-ils? Ceux que nous vous présentons sont ceux qui sont liés, comme je vous disais, à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Donc, cette définition, elle est la suivante. Je sais que c'est un peu théorique, ça va être plus agréable pour vous, plus intéressant quand on va arriver avec des exemples. Donc, on dit que ce sont des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales et qui augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Si je la résume, cette définition-là, en fait, c'est que on doit voir dans notre façon de travailler, qu'est-ce qui peut nous aider? Quels sont les facteurs de protection qui peuvent faire en sorte que la façon dont on va être structuré, on va être organisé, est-ce que, par exemple, on a les compétences pour faire le travail? Est-ce qu'on a accès à de la formation pour qu'on se sente davantage compétent de faire notre travail? Est-ce qu'on est bien informé aussi de ce qui se passe? Est-ce que les changements qui sont amenés sont bien expliqués? Est-ce que les relations qu'on a avec les gestionnaires, le supérieur, la direction, est-ce que ce sont des relations qui sont saines, authentiques? Est-ce que les relations qu'on a avec les collègues de travail sont des relations qui sont aidantes? C'est ça que ça veut dire, en fait, cette définition-là. Et ça se traduit par les facteurs de risque suivants ou les facteurs de protection. Donc, on parle, il y en a 6. Communication et information, puis je vais revenir sur chacun d'eux par la suite. Soutien social du supérieur, soutien social entre collègues, autonomie décisionnelle, reconnaissance au travail et charge de travail. Alors, pour chacun de ces facteurs de protection, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place pour s'assurer qu'on va travailler dans un environnement qui va protéger notre santé psychologique. Ce que ça dit, donc vous voyez les petits ronds verts, mais plus on va travailler sur le facteur de protection, plus on va favoriser un environnement qui est sécuritaire psychologiquement. À l'inverse, ça va donner des facteurs de risque. Les petits ronds rouges, si par exemple on a une communication et information qui est déficiente, si on a peu de soutien social du supérieur, si on a peu de soutien social entre collègues, si au niveau de l'autonomie décisionnelle, encore une fois, on a peu de latitude, si on a rarement de la reconnaissance au travail, donc rarement on va nous féliciter sur le travail qu'on a accompli, et au niveau de la charge de travail, c'est une charge de travail qui va être élevée. On va regarder tantôt, ça veut dire quoi plus précisément, là, la charge de travail, mais de toute façon, on va les revoir de façon individuelle. Qu'est-ce qu'on entend par communication et information? Bien, vous l'avez vu, de toute façon, au début de la pandémie, un bel exemple que je peux vous donner, c'est à quel point, au début de la pandémie, on était dans un contexte qui était complètement nouveau. La pandémie, on n'avait pas connu ça. On ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait. Donc, on avait le ministre Legault, le trio qu'on appelait au début de la pandémie, qui était là pour nous rassurer, pour nous informer avec leur point de presse quotidien. Voilà un exemple là, où est-ce que pour rassurer les gens,
dans une situation où il y a des changements, dans une situation où est-ce que, même si on n'a pas toutes les informations, hein, de rassurer les gens, informer les gens de ce qui se passe, de ce qu'on pense faire. Parfois, ça peut être de dire, on ne le sait pas, on vous tient au courant lorsqu'on en saura davantage. Sachez qu'on ne vous oublie pas, on sait que vous êtes préoccupés, on sait que ce changement-là qu'on a mis dans le service de garde, au niveau des activités à faire, c'est quelque chose de nouveau pour vous. On va être à l'écoute de vos réactions, on va prévoir des rencontres pour échanger sur ces changements-là. Donc, à partir du moment où la communication elle est fluide, on est dans des facteurs de protection. Alors, plus concrètement, communication et information, c'est la fréquence, le contenu et la manière de communiquer qui vont influer sur la perception des travailleurs d'être bien informés. Alors, les moyens qui vont être favorables à la communication, si ce sont des annonces importantes à faire et que le contexte le permet, on va réaliser ces annonces-là en personne. Mais c'est aussi d'être disponible à titre de gestionnaire pour expliquer les décisions. Parce que l'idée, c'est pas seulement de dire, ben voici quelle décision a été prise. Les adultes ont besoin, les enfants aussi, ceci dit, là, mais encore plus quand on est adulte, là, si on a une annonce à nous faire, puis que c'est une annonce qui est difficile, ben, de pouvoir accorder un sens à ce changement-là, à cette décision-là. Donc, si on n'a pas les explications qui nous permettent de comprendre la décision, qui nous permettent d'accorder un sens à cette décision-là, ça va être plus difficile à faire passer. Prévoir des rencontres pour faire état de la situation, donc on est dans le processus d'information continue. La façon de communiquer aurait encore plus d'impact que le contenu, vous imaginez? Donc, ça, c'est les mots qu'on choisit, c'est le ton qu'on utilise, c'est tantôt je parlais d'authenticité. Tout ça, ça se perçoit dans un message, ça se perçoit dans une communication. Donc, la façon dont on va s'y prendre pour transmettre de l'information est encore plus importante. Et une communication authentique et transparente va favoriser un climat de confiance. Le soutien social du supérieur, donc ça fait référence aux pratiques de gestion, avoir le sens de l'écoute, ouvert aux opinions et disponible. Il y aurait pu y en avoir davantage, là, j'ai mis les 3 qui sont essentiels, qui sont fondamentaux pour tout employé, tout travailleur, lorsqu'on sent que le gestionnaire est à même de nous écouter. Hein. Quand on dit qu'un gestionnaire est habile en communication, c'est pas que cette personne-là est habile à parler, c'est surtout qu'elle est habile à écouter. Quelqu'un qui est un bon communicateur, c'est quelqu'un qui saura avant tout écouter les autres personnes, ouvert aux opinions, donc qui n'est pas fermé sur des façons de faire. S'il y a des choses qui nous dérangent dans l'organisation du travail, dans des façons de faire, dans des choix, bien, cette personne-là va être capable de reconsidérer son point de vue. Et bien entendu, qui est disponible. C'est quelqu'un avec qui on n'arrive pas à communiquer, à exposer notre point de vue, mais c'est difficile d'avoir son soutien. Donc, ça réfère à la capacité du supérieur immédiat de soutenir les employés, de même que le degré de dignité, de politesse et de respect avec lequel les employés sont traités par leurs supérieurs. C'est vraiment important, puis vous allez voir tantôt, là, on va parler aussi de soutien entre collègues et on va parler de l'importance d'avoir un climat de travail qui est sain. Mais si on s'attend du personnel qui se conduise avec civilité, qu'il n'y a pas de harcèlement psychologique, que les gens se comportent entre eux avec respect et courtoisie, ça va de soi que le gestionnaire doit agir de la sorte. On ne peut pas demander à des employés qui sont sous la supervision d'un gestionnaire d'avoir un comportement qui se veut de respect, de considération pour les autres, si le modèle qui est censé être le gestionnaire ne le met pas en application. Donc ça, c'est vraiment important. Ça fait partie du soutien social du supérieur. Maintenant, le soutien social entre collègues. Donc, c'est tout ce qui réfère à la capacité d'avoir un bel esprit d'équipe. Le lien de confiance il est fondamental. Donc, si dans l'équipe, il y a beaucoup de médisance, il y a de la commérage, on sent que
Si on parle d'un, de une puis de l'autre au dîner ou aux pauses, on peut s'attendre à ce que notre tour, évidemment, dans le commérage, apparaisse éventuellement. Donc là, tout est lié, en fait, à comment ça se passe entre collègues. Est-ce qu'on sent qu'on a de l'entraide? Est-ce qu'on sent que si je suis débordée, là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va lever la main et qui va dire hey, je vais aller te donner un coup de main. Si je me sens plus ou moins à l'aise à faire une tâche, je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire te sens-tu assez à l'aise, assez capable, je peux te donner un coup de main, sens-toi à l'aise à me le demander, si tu te sens plus ou moins correct de le faire. Donc, tout ça va venir instaurer dans l'équipe un degré de cohésion qui va faire en sorte que le travail va se faire de façon non seulement beaucoup plus agréable, mais ça a des répercussions sur comment on se sent physiquement et psychologiquement. À la fin d'une journée de travail, même si c'était une journée qui a été bien chargée en termes de tâches à accomplir, si ça s'est déroulé de façon à ce qu'il y avait de l'entraide, il y avait de la bonne humeur, on va terminer notre journée peut-être un peu fatigué physiquement, mais certainement pas psychologiquement. Et c'est ça qui vient faire la différence. C'est pour ça que ça fait partie des facteurs de protection, tout ce qui réfère au soutien social, la possibilité d'être dans un environnement où est-ce qu'il y a un climat de travail qui est sain. Donc, assistance et collaboration dans l'accomplissement des tâches, attitude de considération et de bienveillance. Donc, est-ce que ça vous arrive entre vous de vous féliciter, de dire hey, bravo, je t'ai vu aller, t'es pas mal bonne, tu avais cette nouvelle activité-là avec ton groupe, ça a l'air d'avoir bien été, t'es pas mal bonne. Bon, juste démontrer à notre collègue que on reconnaît les efforts qui sont faits quand il y en a, puis on reconnaît le résultat aussi de ce qui est accompli comme travail. Puis ça, c'est bon, même si on a 15 ans, 20 ans, 25 ans d'expérience, ça fait toujours plaisir de se faire dire que la façon dont on fait notre travail, il est considéré puis il est apprécié. Donc, le soutien, ça réfère bien entendu aussi au soutien tangible, l'aide à la tâche, mais aussi au soutien émotionnel. Ça, en fait, c'est que si vous voyez une collègue qui va moins bien, vous voyez une collègue qui a l'air préoccupée, quelle que soit la raison, vous ne vous dites pas, bof, ça ne me regarde pas. Vous allez voir cette personne-là, puis vous lui dites, écoute, j'ai remarqué ces derniers jours, tu sembles plus ou moins dans ton assiette, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée, mais sache que si tu as envie de parler, je suis là. Parfois, ça peut faire une grande différence dans la vie d'une personne de sentir qu'il y a quelqu'un qui est disposé à nous écouter sans jugement sur ce qu'on peut vivre dans notre vie ou au travail. Alors, c'est pour ça que le soutien social entre collègues, ce n'est pas juste le soutien dans la tâche, mais c'est aussi pour le volet émotionnel. L'autonomie décisionnelle, elle réfère en fait à est-ce que j'ai de la marge de manœuvre? Est-ce que j'ai de la latitude dans la façon de faire mon travail ou bien tout est tellement sous forme procédurale, tout est écrit, toute la façon dont je dois faire le travail, en fait, c'est déjà prévu, écrit et je ne dois pas en déroger. Ou bien, oui, il y a des choses à faire, il y a des activités à faire, il y a des tâches à faire, mais on me laisse tout de même le loisir, la marge de manœuvre de le faire comme je veux en autant que les objectifs soient atteints. Donc, ça, c'est la forme gagnante. Donc, c'est le sentiment de contrôle, décider comment faire son travail, bien entendu, à l'intérieur de certaines règles et influencer aussi la façon dont les choses se passent dans le milieu. Donc, je peux quand même donner mon point de vue sur la façon dont le travail peut se faire. En d'autres termes, on n'est pas des robots. Le sentiment d'accomplissement, c'est la possibilité d'accéder à de la formation, à du développement professionnel, d'utiliser mes idées, ma créativité, donc d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. La reconnaissance au travail, ce sont les efforts qui sont déployés et reconnus. Donc, plus je déploie d'efforts, plus je vais m'attendre à ce que ce soit reconnu.
Cette reconnaissance-là peut se manifester avec, sous différents éléments. Donc, l'estime. Est-ce que je me sens estimée dans mon travail? Est-ce que je sens qu'on me respecte, qu'on me considère? Est-ce qu'il y a de l'équité aussi? Est-ce que je sens que justement, ben, ceux qui en font plus que d'autres ont une certaine forme de reconnaissance? Est-ce que je sens que je suis traitée de façon équitable par rapport au travail que je fais? Est-ce que je suis rémunérée à ma juste valeur? Est-ce que j'ai une belle sécurité d'emploi? Est-ce qu'il y a des perspectives de promotion? Donc, tout ça est en lien avec la reconnaissance au travail. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que pour obtenir un effet positif de la reconnaissance, elle doit se réaliser à court terme et de manière authentique à l'égard des personnes qui sont concernées. Donc, si on a des félicitations à faire à quelqu'un, après qu'elle ait accompli, par exemple, un projet spécial, une activité spéciale qui a demandé des efforts, ben, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Parce que si on dit hey, bravo pour l'activité que tu as fait il y a 3 semaines, ça perd un peu de son importance. C'est comme je suis vraiment fière de ce que tu as fait, je suis vraiment étonnée de ce que tu as accompli, mais j'avais autre chose de plus important à faire avant de te le dire. Donc, les bénéfices d'une reconnaissance, c'est lorsque c'est fait rapidement, mais aussi de façon authentique. Il ne faut pas percevoir que la personne le fait juste parce qu'elle se dit, bon, ça a l'air que c'est important de faire de la reconnaissance. Il faut voir que c'est senti, il faut voir que ça vient vraiment du cœur. Autrement, il vaut mieux ne pas en faire. Maintenant, le dernier, mais non le moindre, la charge de travail, c'est un élément important dans les facteurs de risque psychosociaux. Puis la charge de travail se décline en 3 volets. Donc, il y a la charge prescrite, la charge réelle, la charge émotionnelle. Au niveau de la charge prescrite, en fait, c'est qu'est-ce qu'on a à faire concrètement. Donc, dans votre situation à vous, bien, ça peut être le nombre d'heures que vous devez travailler dans une semaine, le nombre d'enfants que vous avez sous votre supervision, les activités qui sont à réaliser. Ça, c'est un peu comme la description de tâche, la charge prescrite. La charge réelle, quant à elle, c'est la charge ressentie. Donc, c'est ce qu'on a à faire, ce qui est prévu de faire, mais dans quelles conditions ça se fait? Est-ce que, par exemple, j'ai dans un groupe des enfants qui peuvent avoir, qui vont nécessiter un niveau d'attention plus élevé parce qu'ils ont certaines difficultés ou certaines problématiques, des défis. Bon, ça peut faire en sorte que ça va me demander un petit peu plus de temps, ça va me demander un peu plus de connaissances. Alors, c'est ça la charge qui est ressentie. Ce n'est pas juste ce qu'on doit faire concrètement, mais c'est les conditions dans lesquelles notre travail se fait. Je peux faire le lien justement avec la pandémie. Quand, par exemple, on doit apporter des équipements de protection individuelle, ou est-ce qu'on sait bien dans votre contexte à vous, c'est peut-être pas toujours évident de vous faire bien comprendre par les enfants quand on doit porter un masque, par exemple. Mais ça s'ajoute au travail. Si on doit parler plus fort pour que l'enfant nous comprenne, ça s'ajoute à notre charge de travail prescrite. Et l'autre, la charge émotionnelle, ben, en fait, c'est selon le type de tâche qu'on a à faire, il peut y avoir des exigences émotionnelles. Par exemple, si vous êtes témoin d'enfants qui, à ce que vous voyez, ben, vous posez des questions si cet enfant-là est dans un bel environnement familial, s'il mange à sa faim, s'il est traité convenablement dans sa famille. Ces situations-là peuvent faire en sorte que vous êtes préoccupé par la situation de l'enfant. C'est sûr qu'il y a des moyens là, pour intervenir si effectivement il y a des doutes à ce niveau-là, mais ça s'ajoute à votre charge de travail parce que ça vient vous chercher d'un point de vue émotionnel. Puis parfois, il peut y avoir le sentiment d'impuissance dans ces situations-là. Alors, vous avez vu quels sont les facteurs de protection, les facteurs de risque. Maintenant, ça m'amène à vous parler des symptômes de la détresse psychologique. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce que il faut être vigilant. Si
on pense que soi-même, on peut ressentir des symptômes de détresse psychologique ou qu'on peut être témoin que de collègues vivent des symptômes de détresse psychologique. Donc, c'est quoi ces symptômes-là? On dit être vigilant si les symptômes suivants apparaissent et persistent. Et là, j'insiste sur le mot persistant parce que c'est normal de ressentir une augmentation de l'anxiété à l'occasion. Ce qui devient moins normal, c'est quand ça persiste dans le temps. Si on a de la perturbation du sommeil, une perturbation de l'appétit, une difficulté de concentration, une baisse de rendement, des pertes de mémoire, des tâches qui étaient agréables à faire deviennent plus difficiles à faire. On se sent plus irritable, on s'isole davantage, on a moins envie de communiquer avec les autres, puis on a une augmentation de la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Je reviens sur le fait, je ne veux pas que vous partiez en peur là, si vous dites « Ouais, mais moi, ça fait 2-3 nuits que je ne dors pas bien. » Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un état de détresse psychologique. Ça peut tous nous arriver pour différentes raisons d'avoir des perturbations au niveau du sommeil ou d'avoir des moments où on a moins faim, où on a plus faim. C'est vraiment dans le contexte où ces situations-là persistent dans le temps que là, il faut se questionner, il faut investiguer, il faut surtout consulter pour aller chercher de l'aide, de manière à mieux comprendre pourquoi on ressent ces différents symptômes-là, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés de sommeil, qu'est-ce qui peut expliquer ça. Donc, l'idée, c'est juste justement de ne pas attendre d'être en détresse, mais quand ça commence à faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qu'on voit que ça s'installe, il faut réagir. Il faut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien, ça s'explique de quelle façon, puis qu'est-ce que je peux faire pour y remédier. Mais c'est évidemment en consultant des professionnels là, de la santé que vous pourrez être soutenu dans ce contexte-là. Donc, quoi faire en cas de détresse psychologique? Si vous-même vous en vivez, n'hésitez pas à consulter, aller chercher de l'aide, en parler, se référer à des ressources professionnelles compétentes. Mais si c'est chez un ou une collègue que vous l'observez, vous intervenez auprès de cette personne-là pour lui partager ce que vous avez observé. On est à l'écoute de la personne sans jugement et bien entendu, on réfère cette personne à des ressources professionnelles. Il ne faut pas penser qu'on doit se substituer à des psychologues ou à des travailleurs sociaux. Déjà d'avoir interpellé votre collègue au fait que vous vous questionnez ou vous interrogez, c'est déjà une étape très, très bon d'avoir fait ce geste-là à l'égard de votre collègue. Maintenant, pour ce qui est des solutions, vous pouvez toujours en proposer, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une responsabilité là, à des professionnels de la santé. Maintenant, les ingrédients du stress, peut-être que vous les avez déjà remarqués, c'est juste un outil justement qui peut vous aider à réduire votre niveau de stress. On peut tous en vivre du stress et il y a des moyens de pallier à ça. Puis un truc qui est vraiment simple, pratique aussi à mettre en place, c'est le fameux ciné. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le ciné? Donc, ces 4 lettres-là, c'est lorsque on sent qu'on n'a pas le contrôle sur la situation, on vit une situation qui est imprévisible, qui est nouvelle et que notre ego est menacé. Donc, je prends l'exemple du virus, la COVID-19. On n'avait pas de contrôle sur la pandémie. C'était quelque chose qui était imprévisible. On ne pensait pas que ça allait arriver. C'était nouveau, on n'avait jamais vécu ça. Puis l'ego menacé, on avait peur de contracter le virus, mais aussi de le donner à des collègues de travail ou à des membres de notre famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ces situations-là? On peut se dire non, je n'ai pas de contrôle sur la pandémie. Par contre, j'ai le contrôle sur ce que je vais décider de faire pour me protéger et protéger les autres personnes dans mon environnement. Donc, je vais respecter les consignes du ministère, de l'INSPQ, de la sécurité publique. Je vais respecter, je vais éviter d'être en contact avec des gens quand c'est pas permis de le faire. Donc, c'est là la différence. C'est quand, à partir du moment où on sent qu'on a le contrôle sur la situation, c'est ça qui vient réduire notre niveau de stress.
Ce qui est intéressant, c'est pas seulement le fait d'avoir le contrôle, mais ça peut seulement être le fait d'avoir l'impression d'avoir le contrôle. Donc, même si c'est seulement l'impression d'avoir le contrôle, c'est tout aussi efficace que si on avait concrètement ce contrôle-là. Donc, bon, l'imprévisibilité, c'était pas prévu, la COVID. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Si le plan A ne fonctionne pas, bien, quel peut être le plan B? Donc là, c'est de réfléchir ensemble puis de voir en fait quels sont les plans qu'on peut mettre en place pour se protéger de ce virus-là. Nouveauté, oui, c'était nouveau, donc on va apprendre. Ça vient d'où ce virus-là, mais surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en protéger. Donc, l'idée ici, c'est de reconnaître que oui, ces 4 ingrédients-là peuvent affecter notre niveau de stress, mais que pour chacun d'eux, il y a moyen, il y a des choses à faire pour qu'on puisse réduire notre niveau de stress. Je vous donne un exemple ici. Donc, lorsque vous éprouvez un stress envahissant, bien, on regarde dans nos 4 lettres du ciné, qu'est-ce qui est en cause? C'est-tu parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle? Alors, je me pose la question, mais si je n'ai pas le contrôle, sur quoi est-ce que je peux en avoir? C'est quelque chose de nouveau? Ben, je vais essayer d'apprendre sur cet élément, sur ce qui est nouveau. Vous avez une nouvelle tâche à faire qui vous stresse, qui vous préoccupe. Vous avez de la difficulté à dormir tellement que vous appréhendez de faire cette nouvelle tâche-là. Ben, pour réduire votre niveau de stress, vous allez poser des questions à vos collègues de travail. Écoute, je sais que tu me l'as montré, mais je ne suis pas certaine. Pourrais-tu me rappeler comment on fait ça? Donc, on réduit notre stress associé à la nouveauté. Plus on va en apprendre, plus on va se sentir en confiance, plus on va sentir qu'on a le contrôle sur la situation. Cerner les pensées qui vous obsèdent afin de les calmer, puis on cherche des scénarios. Ça aussi, c'est très efficace. Donc, si le plan A ne fonctionne pas, quel peut être le plan B? Pourquoi c'est efficace? Parce que ça envoie le message à notre cerveau qu'il n'y a pas de danger, que si jamais ça ne fonctionne pas, j'ai une porte de sortie. Donc, en ayant en tête la porte de sortie, ça nous enlève encore là, ça réduit notre niveau de stress. Donc, pour accroître son bien-être, pour traverser une période qui est plus difficile, on gagne à contrôler son imagination, éviter de penser au pire. On réévalue son réseau d'entraide pour ne pas hésiter à parler à ses proches de ce que l'on ressent. On a parfois tendance à penser, à se dire, bah, j'en parlerai pas. Bah, cette personne-là, elle sait déjà. Bah, je vais garder ça pour moi. Mais ça peut être très libérateur d'exprimer comment on se sent. Ça enlève un certain poids. Puis parfois, même en parlant à haute voix à des gens de confiance, ça permet de relativiser les choses, de prendre du recul sur la situation, puis de le nommer tout haut. Ben déjà, en parlant, c'est comme si ça nous aide à l'assimiler davantage. Profiter pleinement de ces moments libres pour se détendre, se changer les idées. Encore une fois, on l'a bien entendu pendant la pandémie, l'importance de s'accorder du temps, d'aller dehors, d'aller prendre l'air, de faire une activité qui nous fait du bien. Ça peut être de lire un bon livre, d'écouter une bonne série à la télé, d'appeler un ami, une amie. Donc, tout ce qui fait en sorte qu'on va se ressourcer, qu'on va recharger nos batteries, puis qu'on va penser à autre chose aussi. Prendre soin de soi et prendre soin des autres. C'est démontrer que lorsqu'on prend soin des autres, ça a des effets bénéfiques sur notre propre bien-être. Mais c'est difficile de prendre soin des autres si au départ, on n'est pas en mesure de prendre soin de soi. Donc ça, c'est bien important. Et être en contact avec la nature. Si vous avez accès à un parc, aller marcher dans le bois, faire en sorte que vous prenez de l'air, de la bonne air, vos poumons sont remplis d'air frais. C'est démontré aussi là, que même de voir du vert, il va y en avoir un peu plus d'hiver. On a hâte de le voir au printemps arriver. C'est aussi très bon pour la santé mentale, même que si vous êtes, pour vous, c'est plus, vous êtes moins en télétravail, mais même dans votre environnement de travail, d'avoir des plantes, d'avoir du vert, apparemment que c'est démontré que ça a des effets bénéfiques pour la santé psychologique.
Donc, cessez de dire « je suis stressée », parce que si on répète ces mots-là, on le fait dire, notre cerveau l'enregistre qui est stressé, puis ça fait juste cercle vicieux, on devient encore plus stressé. Donc, on arrête de le dire. On respire, la vraie bonne respiration abdominale. Moi, j'ai un truc à vous donner, là, c'est le 3-3-3. Donc, on inspire pendant 3 secondes. On maintient notre respiration pendant 3 secondes, puis on expire pendant 3 secondes. Chanter aussi, parce que ça fait contracter nos muscles abdominaux, notre diaphragme, apparemment, c'est très libérateur. Rire, donc écouter ça peut être d'écouter des émissions de télé qui sont drôles, ça peut être de passer du temps avec un ami, une amie qui vous fait rire. Écouter des spectacles d'humour, le rire aussi est très bon pour la santé mentale. Flatter votre chat, votre chien si vous en avez un. Puis à défaut de ça, ce que j'ai lu aussi, ben, c'est tout simplement d'avoir un coussin sur soi. Ça peut être, on a l'impression de se sentir plus rassuré, plus enveloppé. Donc, ça peut être un petit truc aussi qu'on a là, si on vit des moments un peu plus stressants, préoccupants. Écouter de la musique qu'on aime, la musique qui va nous faire décrocher et bouger. Alors, encore une fois, l'activité physique, là, elle est nommée pour accroître notre bien-être. Alors, les pratiques de gestion pour favoriser la santé psychologique dans votre travail, si je reviens sur les facteurs de protection, là, des risques psychosociaux, vous pourriez évaluer, est-ce qu'on a une bonne communication? Est-ce que l'information elle est fluide? Donc, assurer une bonne communication, avoir des rencontres régulières en équipe pour faire le point, pour faire des suivis, fournir un lieu de travail qui est sécuritaire. On n'a pas de crainte pour notre santé physique ou psychologique dans notre milieu de travail. Être à l'écoute des préoccupations, faire en sorte qu'on a de l'ouverture à entendre les nouvelles idées, communiquer des attentes qui sont claires et réalistes, encourager le développement professionnel et humain parce que les gens ont besoin de se sentir compétents dans leur travail. Donc, leur offrir les ressources, les possibilités d'acquérir ces nouvelles compétences-là. Ça peut être du coaching, hein, ça peut être tout simplement d'accompagner un nouvel employé avec quelqu'un qui a davantage d'expérience, donc du mentorat, pour l'aider à cheminer dans son travail. Assurer un climat de travail qui va être sain, évidemment. Donc, est-ce qu'on a une politique pour prévenir le harcèlement psychologique et l'incivilité au travail? Est-ce que cette politique-là, elle est connue des employés? Si on en a une, mais est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'on intervient s'il y a des manifestations de comportements d'incivilité? Si on est témoin de contextes où il y a de la médisance, du commérage, si on est témoin de situations où il n'y a pas d'entraide, chacun fait sa petite affaire sans se préoccuper de est-ce que ma collègue aurait besoin d'aide? C'est ça un climat de travail sain. C'est un climat où c'est agréable de travailler, un climat où on se sent soutenu, accompagné. Reconnaître les efforts qui sont déployés, donc tout ce qui est en lien avec la reconnaissance, ça n'a pas besoin d'être vraiment compliqué, hein? Un bravo, une félicitation, une petite attention, ça peut être simple, puis ça va être tout aussi apprécié par la personne. Faire confiance, encourager l'autonomie, la créativité, faire preuve d'ouverture lors d'échanges d'idées et comme je le mentionnais, intervenir en cas de conflit, d'incivilité ou de harcèlement. Parce que si on ne fait rien à ce niveau-là, si on n'intervient pas, la situation ne peut que dégénérer. C'est aussi une façon de dire, c'est pas si grave. Donc, ça banalise ces situations-là. Et c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, la CNESST va avoir comme priorité vraiment la prévention du harcèlement psychologique au travail, prévention de la violence. Donc, c'est certain que si vous n'avez pas déjà en place une politique à ce niveau-là, ça va être important de le faire là, à très court terme parce qu'ils ne passeront pas à côté là, dans les établissements de tout ce qu'on doit faire en prévention du harcèlement psychologique et de l'incivilité au travail.
Donc, ici, je vous présente juste un petit tableau qui peut vous aider justement à voir comment on met en place nos facteurs de protection. Euh, mais ce qui est intéressant avec ce tableau-là aussi, c'est de démontrer à quel point ben, ça n'appartient pas juste à une personne, hein. La santé-sécurité, c'est une question de responsabilisation. Donc, se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que travailleur, en tant qu'éducatrice? Qu'est-ce que je peux faire en tant que gestionnaire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que l'équipe dans son ensemble peut faire? Qu'est-ce que, si vous êtes syndiqué, qu'est-ce que les syndicats peuvent faire? Qu'est-ce que le comité paritaire de santé et sécurité peut faire? Qu'est-ce que la haute direction peut faire? Donc, ça, c'est une façon justement de voir qu'est-ce qui peut être mis en place, mais aussi quelles sont les responsabilités de tous et chacun. Puis si tout le monde ben, il fait l'effort de se poser ces questions-là, c'est certain qu'on va arriver avec des mesures de prévention qui vont être bien intéressantes puis surtout efficaces. Donc, comment prévenir les RPS, les facteurs de risque psychosociaux, produire une politique de prévention du harcèlement et la faire connaître, offrir de la formation sur la prévention du harcèlement et de l'incivilité au besoin, prévoir des rencontres de façon régulière avec le personnel pour informer et répondre à des questionnements et réaliser des suivis. Donc, ça couvre tout le volet, là, information et communication. Offrir des activités d'apprentissage au personnel pour acquérir de nouvelles compétences pour qu'il y ait, au niveau de l'autonomie décisionnelle, que la personne se sente davantage outillée. Puis, tout ce qui est en lien avec la reconnaissance des efforts déployés, mettre en place des petits moyens, des trucs bien simples, mais reconnaître les efforts et se féliciter là, entre collègues. Mais ça peut être aussi l'employé qui félicite le gestionnaire, ça peut être le gestionnaire qui félicite l'employé, c'est bon pour tous les sens. Donc, ça complète ce que j'avais à vous présenter. Vous avez les références ici à la fin qui ont permis de documenter cette présentation. Puis, vous avez aussi des liens utiles qui font référence là, à tout ce qui concerne les facteurs de risque psychosociaux.